Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 43 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi, Ella. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, le must, à mettre 5 étoiles. Cette semaine, je reçois Céline Lazorte. Céline a créé en 2009 la plateforme en ligne de cagnotte Litchi. Elle détonne dans le milieu très fermé et masculin de la tech en affirmant ses positions d'égalité, que ce soit au sein de l'entreprise ou dans les médias. Elle a notamment cofondé le collectif Sista qui encourage et soutient les femmes dans la tech. Aujourd'hui, à 38 ans, Céline a pris du recul sur ses activités chez Litchi et MangoPay. Il y a 1 an, elle est devenue maman d'un petit garçon et cette naissance lui a fait prendre conscience des inégalités très fortes qui subsistent au sein de la société et notamment à cause du manque de congés du 2e parent et un congé digne de ce nom. Depuis janvier 2020, Céline Lazorte, Isabelle Rabier et Thibault Lantier ont créé ensemble le Parental Act, un dispositif inédit qui permet aux entreprises de s'engager à rémunérer le 2e parent à 100% pendant 1 mois. À ce jour, en avril 2020, 302 entreprises ou jeunes startups l'ont signé. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour les salariés et les entreprises ? La réponse dans cet épisode. Salut Céline. Bonjour Clémentine. Merci. Je suis trop contente, je suis hyper fière de t'avoir dans ce podcast pour parler d'un sujet, je crois, qui concerne toute la population, tout le monde. Donc c'est top, on va parler de congé paternité ou du congé du 2e parent. Mais d'abord, j'aimerais que tu me racontes si l'arrivée de ton fils il y a un peu plus d'1 an a changé quelque chose dans ta vie à toi. Ça a tout changé. Je pense que ça a changé tellement de choses que c'est difficile d'en faire la liste, mais ça a changé, mais comme tout le monde, hein, mes priorités, ça a changé mon rapport à la vie, à mon couple, à mes parents, au boulot. Ça a tout bouleversé. Et en un sens, ça a peut-être remis les choses un peu plus dans l'ordre. Et tu dis c'est au niveau professionnel, parce que ça a changé quoi de devenir mère ? T'as continué comme tu voulais ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau professionnel ? Alors probablement qu'au niveau professionnel, j'ai choisi d'être mère avant de devenir mère. Et j'ai fait ce choix au-delà du choix professionnel parce que je sais pas si c'est une question de conscience, mais en tout cas, j'avais le sentiment que je serais pas capable de tout mener de front, ma vie professionnelle chez Litchi et MangoPay, ma vie de future mère, et j'avais besoin pour devenir mère de me décharger professionnellement et de pas avoir tout le poids sur les épaules. Donc j'ai fait le choix bien avant de tomber enceinte de m'organiser professionnellement pour que à un moment donné je puisse passer la main et redevenir un petit peu plus m'appartenir un peu plus et donc pouvoir laisser une place à un enfant qui arriverait. Donc finalement la démarche elle s'est faite bien longtemps avant de devenir mère. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu que je recrute, que je forme, que j'en parle à mon actionnaire, mes collaborateurs,
proche qui était là depuis des années, de comprendre pourquoi tout d'un coup je voulais prendre de la distance, et puis moi-même de faire une sorte de, je sais pas si deuil est le bon terme, mais en tout cas ouais, d'une autre vie. Et puis bien ensuite il y a eu la grossesse, et puis ensuite il y a eu l'arrivée de mon fils, et là ça a été encore un autre bouleversement, mais en tout cas j'ai fait le choix d'être mère avant de l'être, et je l'ai fait par-dessus, enfin au-delà de tout, parce que malheureusement aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'était impossible de mener ma vie de dirigeante et ma future vie de mère de façon aussi intense l'une et l'autre que comme je le faisais auparavant. Parce que c'est ça qui ressort dans la presse. Il y a eu énormément d'articles sur toi à ce moment-là. Et ce qui est ressorti à chaque fois, c'était que tu prenais du recul sur ton rôle parce que tu avais eu un changement de vie et tu étais devenue mère. Mais en fait, ce que ça ne dit pas, ces articles, c'est que tu t'es bien organisée en amont, en fait. C'est pas vraiment le résultat d'être mère, c'était avant. Oui, bien sûr. En fait, je pense que je me sentais pas capable. Je me sentais tout à fait capable de porter la charge de ma boîte. Je me sens tout à fait capable de faire plein de choses, mais je me sentais pas capable d'être mère et de porter la charge de ma boîte de la façon à laquelle je la portais avant. C'est-à-dire très opérationnelle, c'est-à-dire, enfin, tout mon esprit, mon cœur était dédié à ça. Et bien sûr, je veux dire, j'avais une vie personnelle en dehors de l'entreprise. Je prenais des vacances, je partais en week-end, je faisais des dîners avec mes copains. Enfin, c'était pas la question, mais mon esprit, il était dédié à Litchi, et la charge que j'avais sur les épaules, elle était lourde, et je me sentais pas capable d'avoir la charge d'un enfant en plus de ça. Enfin, je pouvais pas avoir les deux ensemble. C'est difficile à exprimer, mais je me sentais pas à cette. Enfin, c'était pas possible pour moi. J'avais besoin de effectivement pouvoir passer la main. Donc, c'est vrai que la façon dont finalement ça a été. Enfin, ça s'est mis en lumière parce que à la fin de mon congé maternité, j'ai annoncé que je prenais la présidence du conseil de surveillance et que donc je démissionnais du directoire pour laisser la place à mon associé, à Romain. Donc, dans l'esprit, ça a été corrélé à l'après-maternité, mais la réalité, c'est que c'est effectivement, je l'avais organisé auparavant, parce qu'il faut s'organiser dans une entreprise pour un changement de dirigeant, ce qui n'est pas anodin, et l'équipe a pris le temps d'être formée, et puis de prendre le rôle de capitaine du navire, et j'en suis très heureuse aujourd'hui, mais effectivement, il a fallu faire cette démarche-là vraiment en amont de même la grossesse. Dans ton milieu, il y a très peu de gens qui ont ton poste et encore moins de femmes. Est-ce que tu avais des exemples autour de toi ou peut-être dans d'autres pays de femmes qui ont fait comme toi, des grandes dirigeantes où tu es un cas exceptionnel? Et qui ont eu des enfants, tu veux dire? Il y en a ouais, plein, hein. Et qui se sont organisées comme toi. Non, qui se sont organisées comme toi, t'as fait. Et je sais pas. J'ai pas la réponse à ça. Je pense que c'est difficile effectivement aujourd'hui d'être dirigeante et d'être mère de famille. J'ai plein d'exemples de femmes autour de moi qui y arrivent, avec des moments où leur boîte est un peu plus secondaire, des moments où leur vie de famille est un peu plus secondaire. Je ne sais pas si c'est très politiquement correct de le dire, mais je pense que c'est vrai. Et qui y arrivent. J'ai une estime infinie pour Mercedes Serra, pour Tatiana Jama, pour Isabelle Rabelais. Il faut le dire, elle a 6 enfants, je crois, Mercedes. Ouais. Mais c'est des sujets dont on parle très souvent ensemble, d'ailleurs. Et c'est très dur, et je pense que, en fait, les femmes ne pourront arriver à des postes de direction ou des postes exécutifs avec beaucoup de responsabilités, que quand il y aura une égalité à la maison, parce que sinon notre vie professionnelle, elle devient à un moment ou un autre secondaire, et ça n'est pas qu'un problème du conjoint. Il faut pas l'accabler lui. Je pense que c'est un problème de la société en général. C'est que on voit toujours, l'inconscient collectif voit quand même la femme d'abord comme une mère. Avant d'être potentiellement une dirigeante, c'est ça? Oui, alors que bon, je pense que chacun devrait pouvoir être ce qu'il veut, et point barre, en fait, surtout. Et il faut qu'on ait les mêmes droits et les mêmes chances. Je crois que c'est ça l'important, en tout cas pour moi.
et effectivement, éviter le jugement, d'avoir envie ou pas d'être mère, d'avoir envie ou pas d'une carrière professionnelle intense, et donner la possibilité de tout faire en même temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout avoir en même temps. Et c'est ça que je trouve un peu injuste. Parce que un homme, quand il va être père, il se pose pas toutes ces questions-là. Non, ça, je suis bien d'accord. Tu as toujours œuvré pour l'égalité, que ce soit au sein de ton entreprise ou même dans les médias. En ce début d'année 2020, avec 2 autres fondateurs, vous avez créé le Parental Act. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Le Parental Act, c'est l'idée de se dire que on voulait un peu plus d'égalité, on avait la conviction, Isabelle, Thibault et moi, que le congé deuxième parent ou congé parental, c'est une évidence qu'il est aujourd'hui quasiment inexistant, et que donc moi je trouve qu'on nie presque la parentalité du deuxième parent aujourd'hui. Et en fait, c'est né un peu de mon expérience personnelle, puisque quand mon fils est né, mon conjoint n'a eu que le congé légal. Et donc, très vite, il est retourné au boulot. Moi, j'avais eu une césarienne, donc j'avais passé un petit peu plus de temps à la maternité. Donc, en fait, on a passé une semaine ensemble à la maison avec notre fils. Et je me suis retrouvée toute seule avec notre fils. Et je l'ai regardé et je me suis dit, oh là là, mais en fait, c'est ça d'être mère, mais c'est quoi ce bordel ? Et c'était un peu paradoxal comme situation, puisque moi, j'avais déjà mis en place depuis longtemps un congé deuxième parent étendu au sein de Litchi depuis fin 2016. Et donc, je voyais bien que mes collaborateurs, ils étaient heureux de prendre ce congé deuxième parent, que parfois, ils rajoutaient même des vacances en plus pour rester plus longtemps dans leur famille. Donc, c'était important. Et je me suis dit, mais en fait, pour que finalement, moi, j'en bénéficie, il faut que tout le monde mette en place ce congé de deuxième parent et pas juste chez Litchi. Et donc, c'est un peu de ce constat que l'idée est née, ou de cette, pas colère, mais en tout cas, effectivement, de ce sentiment un peu d'injustice. Et en plus, moi, j'ai beaucoup de chance puisque je suis dans une situation privilégiée et j'en ai bien conscience. J'avais mes parents qui étaient venus, donc, et j'ai pensé à toutes ces mères qui se retrouvent toutes seules, qui parfois ont d'autres enfants, les tâches de la famille et de la maison à charge. Et je me suis dit, mais enfin, waouh, c'est tellement dur et injuste et isolant. Et donc, il faut encourager les entreprises puisque c'est pas fait d'un point de vue gouvernemental. Il faut encourager les entreprises à mettre en place un congé deuxième parent d'1 mois et qui soit rémunéré à 100%. Et d'1 mois parce que c'est le délai minimum, 4 semaines pour, je crois, mettre en place un peu la vie de famille et pour l'équilibrer. Et puis que ça soit 100% rémunéré parce qu'on veut surtout pas de quelque chose à 2 vitesses. Et voilà, l'idée du Parental Act, elle est née comme ça. On a démarré, donc Thibault, Isabelle et moi, en écrivant une tribune avec l'ambition de la publier. Elle a été publiée dans les Échos et on a à la main pris notre téléphone chacun, tous les 3, pour convaincre d'autres dirigeants de signer cette tribune avec nous. Et on était 105 dirigeants à signer la tribune début janvier et la publier. Et en fait, c'était assez marrant parce que quand on a commencé à contacter des entreprises, que ce soit des entreprises toutes petites ou des ETI, des entreprises de la tech ou du secteur tertiaire, on a essayé d'avoir vraiment un panel large de typologies d'entreprises. Et finalement, les gens disaient tout de suite « Ah, mais c'est évident, on y pensait, on voulait le faire. Ah, mais à fond, on est partant. » Et en fait, ça s'est fait hyper, hyper, hyper facilement. Voilà. Et puis, du coup, on a créé un site, donc parentalact.com, où on présente la liste des entreprises qui sont signataires, la tribune, le rapport de l'IGAS qui explique pourquoi aussi c'est un vecteur d'égalité femmes-hommes, et puis un formulaire pour pouvoir nous rejoindre, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas du tout un coup de com'. Ce qu'on veut faire, c'est un acte qui soit un acte de long terme. Et notre ambition, c'est évidemment que
tout deuxième parent en France ait droit à un congé d'1 mois et 100% rémunéré à l'arrivée d'un enfant. Alors sur le site, vous écrivez qu'à ce jour, il y a 302 entreprises qui l'ont signé. Oui. On va pas parler de ceux qui ont refusé de la signer, mais plutôt de toutes ces entreprises qui vous ont suivi. Est-ce que tu as été surprise qu'il y ait quand même un engouement? Et en tout cas, moi, j'ai senti que dans les médias, ça a eu une résonance. Oui, effectivement, il y a eu je trouve qu'il y a vraiment eu un engouement et vraiment, ça a été assez... ça a été quand même assez simple et assez évident. Et je pense que c'est parce que c'est un sujet de notre génération où... moi, je vois bien les pères autour de moi. La réaction, ça a été ah, mais c'est génial. Ah, je suis trop content. Mon entreprise l'a mis en place. Je vais pouvoir en bénéficier. Merci, c'est canon. J'ai mon bébé qui arrive. Et je pense à mes copains Adèle et Vasile. J'ai plein eu d'exemples comme ça. Donc, je pense que c'est finalement... Ah oui, par exemple, j'avais aussi fait une vidéo pour Brut et il y a eu des milliers et des milliers de partages de la vidéo, de commentaires positifs. Et en fait, c'est une évidence que je pense aujourd'hui, les deuxièmes parents ont envie que leur paternité ou maternité soit reconnue en tant que telle. On a envie d'un rapport qui soit plus équilibré entre les hommes et les femmes à la maison et plus de justice aussi en entreprise. Et on sait très bien que, en fait, si les hommes ou deuxièmes parents avaient tous un congé paternité plus long, nous, les femmes, on aurait moins de difficultés en entreprise aussi, parce que quel que soit les convictions, même ultra féministes d'un dirigeant, on peut pas l'empêcher inconsciemment de penser que quand il va voir une jeune femme de la trentaine arriver, il va se dire « Oh là là, elle va me coller 16 semaines de congé maternité, peut-être c'est plus facile si je prends un homme qui a aujourd'hui que quelques jours. » Et ça, c'est un comportement qui est humain et qu'on peut évidemment comprendre. Donc il faut des droits. Et je crois que c'est un droit fondamental que l'égalité et que celui de pouvoir accueillir son enfant comme il se doit. On sait très bien que le lien père-enfant ou parent-enfant, il se crée dans les premières semaines de la vie. Et comment il se crée? Il se crée par le soin, par les sourires échangés, par le fait de nourrir son bébé. Et donc, il faut que le deuxième parent, il ait la possibilité de créer ce lien-là et donc d'être à la maison pendant les premières semaines. Mais c'est marrant parce que là, tu vois, on parle de congé parental qui potentiellement ne pourrait ne pas toucher tout le monde. Et au final, on se rend compte que si, puisque ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'une entreprise, si elle signe cet acte, elle diminue la discrimination à l'embauche. Peu importe si la femme, oui ou non, elle veut avoir des enfants. Mais au final, ça a un impact, c'est fou. Ah non, mais bien sûr. Et moi, c'était évidemment aussi un moteur très fort pour moi de me dire, je vais je vais œuvrer un petit peu à mon niveau pour qu'il y ait plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore difficile et donc il faut aussi des droits. Est-ce qu'il y a un volet éducation dans le Parental Act auprès des RH? En fait, je pense à ça parce que parfois, les pères, ils prennent pas leur congé maternité ou se rendent pas compte que ce que tu viens d'expliquer, que pour nouer le lien avec son enfant, il faut être là dans les premières semaines. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de votre mission? Il faudrait. Honnêtement, malheureusement, c'est une mission bénévole et c'est vrai que elle est très dépendante du temps qu'on a avec Thibaut, Isabelle et moi. Je pense que tu as tout à fait raison sur le pouvoir éducatif et de la prise de conscience en réalité, parce que combien de fois on entend non mais les mères elles savent faire, c'est l'instinct maternel, mais pas du tout. Enfin franchement, moi j'avais 0 instinct maternel. Évidemment j'ai aimé mon fils à crever le jour où je l'ai vu, mais je savais pas pour autant comment il fallait changer une couche et je paniquais à l'idée de l'habiller et je laissais discrètement mon mec faire parce que ça me prenait les crises d'angoisse en me disant que j'allais lui casser un bras. Donc franchement, et ça fait pas de moi, je crois, une mauvaise mère. C'est juste que j'avais besoin d'apprendre. Donc je crois qu'on a tous besoin Et c'est vrai que je crois que ce serait nécessaire.
de pouvoir investir du temps et de l'énergie sur ça. On a pour projet avec le Parental Act et le Galion d'organiser un événement. Malheureusement, les événements actuels du Covid nous ont un petit peu ralenti, mais on travaille sur un livre blanc et j'espère que ça pourra aider aussi. Et puis, il faut encourager, et ça je le fais en permanence autour de moi, tous les gens qui ont Netflix à regarder la série Babies, qui je pense est la meilleure éducation qu'on puisse avoir les uns et les autres pour comprendre ce qui se passe dans la tête de nos bébés quand ils arrivent, pour comprendre comment le lien se crée, pour comprendre l'importance de la nourriture et ainsi de suite. Et je trouve que voilà. Ou au moins qu'ils regardent le premier épisode. Au moins, déjà. Et je suis d'accord avec toi, le premier épisode, tout sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à l'arrivée d'un enfant et comment le lien se crée. Et c'est absolument fascinant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est le coût pour une entreprise de mettre en place le Parental Act? Parce que je pense qu'il y en a qui aimeraient, mais qui se disent non, nous, on peut pas, on est trop petits ou c'est pas possible. Alors, le coût, il est difficile à chiffrer. Par contre, on a fait des calculs alors, qui sont forcément un peu à l'emporte-pièce, mais on a pris le nombre de naissances par an et la population active, et puis on a divisé l'un par l'autre et pour voir combien il y avait d'enfants pour 100 personnes qui arrivaient au sein d'une boîte de façon théorique. Et donc le chiffre c'est 2, donc en moyenne pour une boîte de 100 personnes, il y a 2 naissances dans l'entreprise. Donc si on imagine... Dans l'année. Ouais, dans l'année. Okay. Donc, si on imagine qu'il y a la moitié d'hommes et la moitié de femmes dans une boîte, ce qui est a priori la proportion de la population française, eh bien, ça veut dire qu'il y a une mère et un père. Donc, ça veut dire qu'il y a en fait une personne qui est concernée par an par le Parental Act ou qui serait concernée par le Parental Act et dont on passerait le nombre de congés des quelques jours de congés légaux, c'est-à-dire 3 plus 9 et... qu'on les passerait à 4 semaines de vacances, qui ne sont d'ailleurs pas des vacances, mais qui serait ce temps-là donné en plus. Donc c'est pour te donner un ordre d'idée sur une boîte d'une taille à peu près de 100 personnes. Après, ça reste forcément un calcul qui est faux à l'échelle d'une boîte de 2 personnes, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui tombe... dont un enfant va arriver et ça ne fonctionne plus. Mais en tout cas, ça donne l'ordre d'idée. Ça veut dire que c'est franchement pas... c'est assez anodin, quoi. Donc c'est pas d'un coup la boîte entière qui va disparaître pendant 4 semaines. C'est financièrement supportable. Et donc, on a le sentiment que ça n'est pas limitant. La question financière n'est pas limitante pour appliquer le Parental Act. Mais c'est fou ce que tu viens de dire, parce qu'au final, je me rends compte quand j'ai lu le nom des entreprises qui ont signé votre Parental Act, on reconnaît beaucoup de startups, de jeunes entreprises qui sont assez dynamiques, tout ça, notamment sur les réseaux sociaux. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas de grands groupes, qu'au final, c'est les petites entreprises qui font cet effort et qui y croient et qui investissent. Et comment t'expliques que pour l'instant, les grands groupes prennent pas... Alors peut-être qu'en interne, il y en a déjà qui le font, mais qui prennent pas ça à bras le corps, quoi. Et de façon à se dire, on en est fiers. En fait, je pense que ça prend plus de temps. Il y a des grands groupes qui appliquent un congé deuxième parent, parfois même de plus de 4 semaines, de 12 semaines. Chanel, par exemple, L'Oréal, Kering. Donc, il y a des grands groupes qui ont pris cet engagement-là, mais il n'y en a pas encore assez. Nous, on avait démarré malheureusement avant le Covid une tournée des grands groupes pour leur expliquer. Je pense qu'il y a un chemin qui est plus long à faire. Quel était même l'intérêt pour eux, l'attractivité de l'entreprise que ça donne et ainsi de suite. Donc je pense que ça va venir, mais ça prend du temps. Par exemple, l'Occitane a annoncé qu'ils avaient mis en place le Parental Act et c'est quand même près de 10 000 salariés. Donc petit à petit, ça fait son chemin. Tu as parlé tout à l'heure d'une étude que vous avez mise en ligne sur le site et qui explique les bénéfices à long terme pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple ? C'est-à-dire est-ce que les salariés, est-ce que les salariés restent plus longtemps dans l'entreprise du coup parce qu'ils sont mieux ? Est-ce que tu vois, ça malheureusement on n'a pas le recul pour le voir, non, mais on espère que comme on aura une année, là on a démarré au mois de janvier et on va essayer de collecter des chiffres en fin d'année. On aimerait pouvoir justement communiquer là-dessus et comprendre en fait combien de personnes
l'ont réellement appliqué, combien de salariés ont été impactés, est-ce que ça a amélioré la fidélité, quel impact ça a eu sur les autres collaborateurs, sur le recrutement. Ça, j'espère que c'est des choses qu'on pourra mener, mais il nous faut au moins une année d'existence. Est-ce que, à ton avis, il faut qu'un grand PDG homme, je parle vraiment là du genre, prenne un congé paternité de 1 mois et donne le ton et donne l'exemple pour que les mentalités aussi changent? Comme avait fait Mark Zuckerberg, tu vois. De toute façon, il faut que... ça peut pas être un sujet que de femmes, je pense. Mais c'est assez marrant parce qu'il y a assez peu de temps dans un contexte un peu particulier organisé par un membre du gouvernement, un déjeuner autour du sujet de l'égalité femmes-hommes. Il n'y avait que des hommes qui en parlaient, donc ça me fait quand même toujours un peu rigoler. Ça vient. Écoute, non, mais on avance grâce à des initiatives comme la tienne. Bien sûr, mais en fait, c'est marrant que les inégalités, ce soit ceux qui les subissent pas qui en parlent. Donc ça veut dire que c'est quand même encore un schéma très, très patriarcal, malheureusement. Et je pense qu'on doit donner la parole à ceux qui sont... à ceux qui le vivent. Donc dans ce contexte-là, il faudrait que ce soit les femmes, et pour le congé paternité, il faudrait que ce soit les hommes qui en parlent, et qui soient aussi moteurs. Mais je pense que c'est moins facile. Enfin, je pense qu'ils sont très heureux que ça soit mis en place. Je pense que c'est moins facile aussi de pouvoir porter ce message-là quand on est salarié. Quand on est dirigeant, c'est plus facile. Et par exemple, j'ai Jean-Charles Samuelian, qui est le fondateur d'Alan, quand on lui en a parlé, il m'a dit tout direct: ah mais oui, mais c'est une évidence, d'ailleurs je vais être papa dans pas longtemps, donc c'est trop bien, et c'est en fait je pense que c'est ces hommes-là dont on a besoin pour qu'ils soient eux les porte-parole et le moteur du Parental Act, parce que c'est aussi pour eux, donc il faut que ce soit eux qui se saisissent du sujet et qui en parlent. Aujourd'hui, le congé paternité ou pour le deuxième parent, il n'est pas obligatoire. Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait le rendre obligatoire pour que il y ait tout de suite cette égalité qui s'installe? Parce que sinon, si on continue à le rendre facultatif, il y a toujours une marge de la population qui se dit moi je m'en fous, mon bébé, j'ai pas besoin d'être là, quoi. Ah, mais pour moi, c'est vraiment très personnel, mais effectivement, j'ai la conviction que l'égalité, elle passera par un congé deuxième parent ou paternité obligatoire. Et que c'est aussi, comme le congé maternité d'ailleurs, une protection. Parce que moi, je suis convaincue qu'il y a des entreprises où il y a des hommes qui se sentent pas à l'aise de prendre le congé paternité parce que c'est l'homme faible, parce que il devrait être en train de bosser, parce que c'est pas sa place la maison, parce que il se fait tenir par sa femme, et donc on n'ose pas. Et c'est une sorte de masculinité qui est toxique, mais malheureusement qui est encore très présente. En France, on n'a pas l'habitude de voir un homme changer les couches, on n'a pas l'habitude de voir un homme s'occuper de ses enfants. Enfin, moi, j'ai l'exemple, au mois de septembre dernier, j'avais un truc de boulot un samedi, et donc on avait un mariage de copains en Italie, et donc mon conjoint était parti avec notre fils 2 jours avant pour filer des coups de main, donc avec notre bébé. Mais tu imagines pas le nombre de gens quand je suis arrivée qui m'ont dit: oh là là, mais c'est formidable, oh, mais Alexandre s'occupe de son bébé, mais oh là 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 là, mais il est incroyable. Mais pardon, mais personne n'a jamais dit ça à une femme, hein. Mais vraiment, est-ce que dans la situation inverse, 15 personnes allaient trouver un homme en lui disant: mais c'est fabuleux, ta femme elle s'occupe de votre bébé. Non mais franchement, ça m'avait sidérée. Et donc bon, j'avais pas envie de jouer encore une fois les hystériques de service, mais j'étais scotchée que les gens trouvent ça dingue qu'il se soit pendant 2 jours occupé de son fils. Évidemment, j'étais contente, mais on va pas distribuer une médaille, quoi. Je te compatis tellement parce que je travaille les week-ends en télé sur les stades, et le nombre de fois où les mecs viennent me voir: mais qui est-ce qui garde votre fille? Son père. Je sais pas, il la garde pas en fait, il s'occupe d'elle, quoi. Pendant que moi je travaille, normal. Qui fait le babysitting? Le papa.
Mais ouais, c'est ça, c'est comme si j'étais mère célibataire. Enfin, je dirais, évidemment, cette question, elle se pose si j'étais mère célibataire, mais non, elle a un papa, quoi. Et effectivement, comme mon conjoint, lui, il va en déplacement, jamais, il m'a dit, jamais personne lui a posé la Ouais, question, mais qui s'occupe de votre fille? ouais. Bah oui, il y a du taf à faire là-dessus. Et justement, pour moi, il y a un volet vachement important là-dessus, c'est que là, toi, c'est une initiative privée que tu avais déjà mis en place dans ta propre entreprise, donc on ne parle pas du tout du domaine public. Mm. Ils ont quel rôle à jouer le gouvernement là? Parce que je pense que quelque part, vous leur avez mis la pression, parce que vous avez du succès. Il y a une demande, en tout cas de notre génération, pour que les choses changent. Ils peuvent embrayer derrière? Écoute, j'espère de tout cœur qu'ils le feront. Je crois que je peux pas dire mieux. Moi, j'ai conscience qu'aujourd'hui, le Parental Act, il est signé par des entreprises qui ont l'aisance financière de pouvoir le faire. Et même si, comme on le disait avant, moi j'ai le sentiment que c'est un coût qui est possible à prendre en charge, la meilleure façon que tout le monde en bénéficie du Parental Act, c'est qu'il soit mis en place par le gouvernement. Donc évidemment, moi c'est mon souhait. Après, je gère pas les finances publiques. Mais je pense que c'est le meilleur vecteur d'égalité femmes-hommes. Je pense que c'est la meilleure façon d'équilibrer la vie de famille la charge familiale. Que ce sera même peut-être bon pour la natalité, qui sait. Donc évidemment, mon souhait, il est que tout le monde en bénéficie. J'imagine que tu as des contacts avec eux, évidemment, au vu de ta position. Est-ce que tu as la sensation que le gouvernement a envie, en tout cas, je ne sais pas si financièrement c'est possible, mais est-ce qu'ils ont envie d'arriver à cette égalité-là, ou il y a aussi des freins parce qu'on est encore dans une société un peu patriarcale? Récemment, je crois que ça date de mi-mars, hein, Marlène Schiappa avait donné un interview au JDD où elle disait qu'a priori, il considérait la question d'étendre le congé paternité à 3 ou 4 semaines. Donc on sent bien qu'elle est dans la même dynamique. Après, c'est vrai que le chiffrage a été fait, notamment par le HCE, ça coûte entre 500 millions et 1 milliard par an. Donc et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation qui est tellement complexe que c'est un arbitrage qui doit être fait systématiquement par nos politiques. Et ça, c'est pas mon job, c'est le leur. Mais je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience qui n'est pas que celle de la population, qui est aussi celle du gouvernement. Quand vous avez travaillé tous les trois sur ce Parental Act, il y a des choses sur lesquelles vous étiez vraiment d'accord et c'était primordial. Comment est-ce que vous avez construit cette charte ensemble? Qu'est-ce qui était primordial pour vous? 3 choses. La première, c'est la durée, parce qu'on considérait que 4 semaines, c'était vraiment le minimum. Alors, ça vient du rapport de l'IGAS et pas de nos feelings personnels, parce que ça, on s'en fout un peu, mais qui avait effectivement, dans son rapport, préconisé 4 semaines minimum s'il devait y avoir extension du congé paternité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un congé deuxième par an. Donc ça, c'était quelque chose qui était très cher à nos yeux. C'est que on n'impose pas un modèle de famille et on n'est pas, c'est pas du tout notre rôle ni notre envie. Donc la famille, elle peut être diverse et variée, et tant mieux. Et le troisième point, c'était qu'il soit 100% rémunéré. Parce qu'on ne voulait pas créer quelque chose à deux vitesses. Moi, j'ai autour de moi des gens qui ont hésité à prendre le congé paternité, qui est aujourd'hui quand même pas bien long, pour des raisons financières. Donc, effectivement, le fait que ça soit rémunéré à 100% nous semblait être fondamental. On aurait voulu y ajouter un quatrième point dont on a parlé, qui est le caractère obligatoire, mais on ne pouvait pas le faire étant donné que ça n'est un engagement de l'entreprise. Donc, ça ne peut pas il ne peut pas y avoir de caractère obligatoire. Pour autant, effectivement, on compte sur les dirigeants pour inciter largement leurs collaborateurs à le prendre. Et tu penses que dans un an, quand vous aurez collecté les datas, les données, vous pourrez faire évoluer aussi ce Parental Act, ou après c'est chaque entreprise d'adapter? Comment est-ce que vous envisagez le futur? On espère effectivement dans un an pouvoir avoir suffisamment de données pour avoir une étude qui permette
à toutes et tous, et surtout aux entreprises, de comprendre un petit peu mieux l'impact d'un congé deuxième parent d'1 mois et 100% rémunéré. Après, les conditions d'application, pour le moment, on les avait plutôt laissées à la main des entreprises. Est-ce qu'il faut que ça soit pris tout de suite dans les 6 mois? Est-ce que c'est sécable ou pas? Parce que aussi, je pense que ça peut dépendre d'un type de business, ça peut dépendre des volontés des uns et des autres. Par contre, effectivement, on a ce projet de faire un événement et un livre blanc avec le Galion, et on va faire aussi une table ronde de façon à ce que des entreprises qui l'appliquent déjà depuis quelque temps puissent donner leurs bonnes pratiques. Quand vous avez lancé le Parental Act, vous aviez un objectif du nombre d'entreprises que vous vouliez toucher et atteindre? On espérait secrètement qu'on arriverait à 100, mais franchement, je n'étais pas garantie. Donc là, le fait qu'on y soit à 300 me paraît assez impensable il y a quelques semaines. Et maintenant, on s'est fixé un autre objectif qui est qu'on aimerait arriver à au moins 100 000 salariés impactés. Pour l'instant, c'est combien de salariés impactés? 35 600, donc presque 36 000, quoi. D'ici la fin de l'année. Bon, après, il y a un contexte aussi, comme tu disais, particulier, mais... Oui, alors c'est sûr qu'on s'était fixé cet objectif-là pour septembre en ralliant des grands groupes. Alors malheureusement, la situation actuelle fait qu'il faudra probablement décaler un peu nos prétentions. Est-ce que aussi tu as vu, toi, au sein de Litchi, parce que je ne sais pas si vous avez fait des études, mais à partir du moment où vous l'avez mis en place en 2016, des changements, des comportements, des discussions différentes? Je ne sais pas, est-ce que tu as eu la sensation que ça a apporté autre chose que juste la satisfaction des pères de pouvoir avoir ce temps avec leurs enfants? Alors je pense que ça a vraiment aligné en termes de valeurs les collaborateurs et l'entreprise. Parce qu'au-delà des pères, je pense que tous, pères ou mères ou non-parents, sont très fiers que l'entreprise propose ça. Ah, c'est une des valeurs qui fait je pense que c'est partie de Litchi, ça qui fait sont partie importantes. des valeurs intrinsèques de l'entreprise, qu'il y ait une vraie justice, une vraie égalité entre les femmes et les hommes, et donc c'est une façon de rendre l'égalité un peu plus réelle. C'est vrai que j'ai pas rebondi quand tu as raconté toi ton histoire personnelle, mais ça a dû te paraître tellement injuste que toi, dans ton entreprise, tu fait ça depuis 4 ans, enfin du coup ça faisait 3 ans, et que comme ton conjoint ne fait pas partie, c'est toi qui payes en fait les pots cassés d'une politique qui n'est pas appliquée. Oui, alors... Ça devait être schizophrénique en fait. Non, mais surtout, j'ai mis du temps à comprendre en fait, et que c'était pas pareil partout, quoi. un peu naïvement, pour moi, ça allait le faire. Et non, en fait. Et donc, je me souviens vraiment de ce lundi où je me suis retrouvée avec mon bébé qui était hyper mignon, mais franchement, je savais pas comment ça fonctionnait, quoi. Et j'avais pas du tout envie de quelqu'un d'autre que mon conjoint à mes côtés. J'aime beaucoup mes parents, je suis très proche d'eux, mais j'avais envie du papa de mon fils pour être avec moi. Et je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce bordel? Et après, il y a plein de petits dommages collatéraux, c'est-à-dire que du coup, je changeais les quantités de biberons parce que je voyais qu'il avait faim, et du coup, en fait, mon conjoint était aux fraises quand il rentrait parce qu'il faisait un biberon. Je disais, mais non, en fait, maintenant, c'est 4 cuillères de poudre, c'est bon, là, t'as pas compris. Et hop, allez, on y va. Et en fait, j'avançais à ma vitesse avec notre fils, et lui, il était largué, même s'il avait envie de bien faire et de s'impliquer. En fait, nous, on avait déjà avancé puisqu'on avait passé 9 heures de journée tous les deux. Et c'était pareil dans les rendez-vous chez le pédiatre, parce que du coup, j'y allais toute seule. Du coup, il savait pas quand est-ce qu'était le prochain rendez-vous. Du coup, il savait pas où était l'ordonnance pour acheter, j'en sais rien, les vaccins pour le rendez-vous d'après. Enfin, c'est un sorte de cercle, du coup, qui est complètement vicieux, parce qu'en fait, on s'enferme encore plus dans la situation. Et moi, je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de me retrouver à être seule chez le pédiatre. Je me souviens quand j'en ai parlé à une copine, elle m'a dit, mais mon mec, c'est même pas le nom du pédiatre et l'adresse. Je dis, mais moi, je veux pas je suis désolée, mais je veux pas cette vie-là. Je l'ai pas fait seule. Notre bébé, on l'a fait à 2, et c'était un choix. Donc, on doit en porter les conséquences de ce choix-là ensemble. Et d'ailleurs, quelques mois après, on a finalement, mon conjoint a démissionné de la boîte dans laquelle il était, et donc on est parti en voyage
pendant plus de 2 mois ensemble, et ça a remis les choses à l'équilibre. C'est-à-dire qu'évidemment, tout de suite, il est venu avec moi chez le pédiatre, voire même il est allé seul, et du coup, il a l'information autant que moi, et maintenant, ça devient évident et naturel qu'on aille ensemble chez le pédiatre. Enfin, c'est des petits détails, mais en réalité, ça change tout sur le poids de la vie de famille. Oui, et en plus, ce qui est fou, c'est que toi, tu as une histoire vraiment singulière dans le sens où tu as tout prévu pour que toi, professionnellement, tu sois déchargée et que cet enfant, tu l'accueilles dans les meilleures conditions. Et au final, tu pouvais pas l'accueillir dans les meilleures conditions parce que tu étais trop seule. Donc, même si tu avais pu tout anticiper, il manquait un aspect, en fait, dans la parentalité. Enfin, en tout cas, pour moi, il était manquant parce que j'avais pas envie de vivre ça seule. C'est dur de le dire comme ça, mais j'avais pas envie, effectivement. Enfin, j'avais envie qu'on soit 2, quoi. Et surtout, moi, je voyais le après, et ça revient à ta question, c'est chez mes collaborateurs, je voyais vraiment l'épanouissement du fait d'avoir pu être aux côtés de leur bébé pendant ces premières semaines et l'importance du coup que ça crée et le fait qu'en fait, voilà, quand on est absent pendant 4 semaines parce que son bébé arrive, c'est un événement qui est fondateur et ça change aussi sa vie professionnelle et ça, personne ne doit le nier. Et d'ailleurs, dans les conséquences très positives que j'ai trouvées, c'est que la première personne qui a demandé un 4/5e chez nous, ça n'est pas une femme, c'est un homme, c'est un papa. Et alors que 80% des 4/5e sont pris par des femmes aujourd'hui. Donc en fait, quand on met les hommes au même pied d'égalité que nous sur la question de la parentalité, eux aussi ont envie d'être parents et de s'impliquer. Mais il faut leur en donner la possibilité. Mais c'est quand même incroyable parce qu'en France aujourd'hui, une femme, en moyenne, 5 ans après avoir donné naissance à son premier enfant, elle a perdu en salaire. C'est quand on y pense, ça devrait être révoltant. Et on devrait tous trouver que cette injustice, elle est profonde et se battre contre ça. Et pas accepter en se disant « Ah oui, mais c'est normal parce que bon, quand même, c'est la maman. » Enfin, combien de fois j'entends cette phrase-là ? Enfin, c'est tellement, pour moi, une aberration que c'est une question d'implication, c'est pas une question de gêne. Oui, on revient au fait, regardez l'épisode de Babies sur Netflix. Vous avez normalement le temps en ce moment de passer du temps devant la télé parce que c'est important de voir que les pères, en tout cas les hommes, ou le deuxième parent, ont autant de changements que nous, donc peu importe s'ils ont donné naissance ou pas, ils peuvent s'intégrer et trouver ça génial, un enfant, un bébé, et en avoir un. Exactement. Et est-ce que la question aussi de la rémunération, du salaire, là tu viens d'expliquer que 5 ans après une femme elle perd, ouais. Ça, normalement, avec le Parental Act, ça doit limiter ces inégalités-là à long terme ? Oui, nécessairement. Mais il faudra du temps et il faudra que toutes les entreprises l'appliquent. C'est pour ça que pour moi, à un moment donné, il faut que ça soit national. Ouais, tu peux pas demander à seulement 300 entreprises sur les je sais pas combien de milliers il y a en France de récupérer une courbe. Le changement, il sera forcément collectif. C'est un changement aussi c'est aussi une prise de conscience et c'est comme je le disais au début de l'interview, moi je pense qu'on ne peut pas c'est humain et je pense que ça peut être féminin comme masculin, de la personne la plus féministe possible, de se dire quand on voit quelqu'un qui arrive et qui a 30 piges, ça va faire 1 à 2 fois 16 semaines d'absence dans les prochaines années, c'est normal. Mais si l'homme passait la porte et qu'il avait pareil, peu ou prou quelques semaines d'absence avec l'arrivée d'un enfant, on serait sur le même pied d'égalité. Et je crois que la justice, elle est là. Et moi, je suis pas pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis pour le fait qu'on ait tous les mêmes chances. Et ça passe à la trentaine à peu près par une égalité dans la parentalité. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Céline. C'était hyper instructif. Et j'espère que dans 1 an, tu sais quoi, j'aimerais bien refaire cet épisode et que tu me donnes les chiffres et que vous ayez un vrai recul sur ça pour voir à quel point ça peut avoir un bel impact. Ouais, moi aussi. Si tu es d'accord. Avec grand plaisir, j'ai hâte même. Merci beaucoup. Merci Clémentine, à bientôt. C'était Céline Lazorte, fondatrice de Litchi et cofondatrice du Parental Act. Je suis Clémentine Sarlat, la fondatrice de ce podcast.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Et puis petite précision, avec le confinement, j'ai créé une chaîne YouTube où j'ai commencé à mettre en ligne des cours de yoga pour femmes enceintes et en postpartum. Allez-y faire un tour. À la semaine prochaine.